sommes ici pour honorer des héros du droit de savoir, de notre droit de savoir. Un droit plus fondamental que le droit de vote, plus fondamental que l'élection qui permet de désigner des gouvernants. Un droit aussi essentiel que le droit de se réunir, de s'assembler pacifiquement, de manifester, de pétitionner, de s'exprimer, de dire ses opinions. Ce droit a connu sa première proclamation solennelle en français le 13 août 1789, dans une formule de celui qui fut le premier président du tiers-État, le premier président de l'Assemblée nationale française et le premier maire de sa capitale, Paris, Jean-Sylvain Bailly, homme oublié. La publicité, la sauvegarde du peuple. Ce mot n'avait pas encore été saisi par la marchandise, par le commerce, par la finance. La publicité, tout ce qui est d'intérêt public, tout ce qui concerne les citoyens, tout ce qui est fait au nom du peuple souverain, doit être public. Le n'importe qui de la démocratie, cette égalité des droits sans distinction d'origine, de condition, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, suppose cette publicité. Si nous ne savons pas ce qui est fait en notre nom, nous voterons à l'aveugle et nous voterons pour nos pires ennemis, pour notre pire malheur. Cette formule, la publicité et la sauvegarde du peuple, fut reprise immédiatement à la une des journaux révolutionnaires, sur les médailles des colporteurs de journaux. Elle incarnait l'œil du peuple, ce regard de surveillance, de vigilance, de défiance, de contrôle de ceux et celles qui agissent en notre nom. Ce n'est nul hasard si c'est en Belgique, ici même, dans la capitale de ce pays, institué en 1830, que cet honneur est rendu à ces héros du droit de savoir. Car c'est votre pays qui maintient le souvenir de cette formule, la publicité et la sauvegarde du peuple, par le détour de ce parti ultra-démocratique qu'incarnaient Laurent-François Détier et les animateurs du congrès de Polleur, tenu à partir du 26 août 1789 jusqu'à janvier 1791, cette formule accompagnant cette déclaration des droits de l'homme plus audacieuse que la déclaration française qui fut adoptée au congrès de Polleur, elle est aujourd'hui au fronton d'une ville, de cet ancien marquisat du Franchimont, Verviers, publicité, sauvegarde du peuple. Nous sommes ici pour honorer des héros de la révolution numérique. De cette troisième révolution industrielle, révolution technologique, révolution civilisationnelle, qui modifie notre relation au temps et à l'espace comme les précédentes révolutions. Nous l'appelons révolution numérique ou révolution digitale, et ce n'est pas un hasard. Elle associe le nombre, la masse des données, l'accès à un infini savoir, à des datas infiniment nombreux, et digital, le doigt, l'individu, une liberté individuelle, un droit collectif qui passe par l'affirmation d'une liberté individuelle. La langue anglaise, par l'assonance des mots link et leak, traduit bien le défi démocratique de cette révolution technologique. Link, qui est au cœur de l'univers numérique, au cœur d'Internet, le lien, la relation, l'infinie relation qui traverse les frontières, qui refuse les assignations à résidence, qui combat les nationalismes, les sectarismes, les clôtures, les fermetures, les censures. Link d'un côté et leak de l'autre, les fuites, la possibilité
d'avoir accès à des savoirs cachés, à des secrets indus, à des vérités qui dévoilent les mensonges des pouvoirs, des possédants, des dominants. C'est cette intuition extraordinaire, révolutionnaire, historique qui a animé le jeune hacker qu'était Julian Assange en Australie. Cette idée que désormais, face à des pouvoirs eux-mêmes sans frontières, sans principes, violant les lois dont ils se réclament, s'abritant dans des paradis fiscaux, n'hésitant pas à commettre des crimes contre les droits humains, nous avions désormais une arme du faible au fort. Nous allions pouvoir les bombarder d'informations, une arme pacifique par le dévoilement de ces vérités qui les dérangent. La création de Wikileaks a incarné cette révolution. Wiki, le partage, leak, la fuite. Et elle l'a incarné par ce premier événement qui fut cette vidéo Collateral Murder, qui concerne le journalisme. Cette vidéo où l'on voit, où l'on entend un équipage d'un hélicoptère américain en Irak, tirer comme des lapins des supposés terroristes, qui sont en fait des confrères irakiens, des confrères qui travaillaient pour l'agence Reuters. Wikileaks a continué avec la révélation des câbles diplomatiques qui ont donné du courage au peuple. Le peuple tunisien, le premier, quand il a vu que ce qu'il savait, la prévarication du clan Ben Ali Trabelsi, était connu de la puissance des puissances militaires, économiques, qui garantissaient l'ordre mondial, les États-Unis d'Amérique, que leurs diplomates en parlaient dans les câbles diplomatiques, eh bien ce peuple a pris courage et il s'est levé, et dans sa foulée, d'autres peuples se sont levés au nom des idéaux que nous célébrons ici, des idéaux de droit, d'égalité des droits, de justice, de démocratie. Le savoir comme arme de la liberté. C'est cette nouvelle alliance que nous célébrons ici, entre des journalistes et des lanceurs d'alerte, entre celles et ceux qui, au nom de l'intérêt public, décident de nous donner accès à des informations indûment cachées et dont la révélation montre bien qu'elles étaient d'intérêt public, qu'il était légitime de les rendre publiques, et les journalistes qui ensuite les diffusent. Donnant corps à cette intuition de la fiction Millennium de Stieg Larsson, de la relation entre ce journaliste Blomqvist et cette hackeuse Lisbeth Salander. Des héros du droit de savoir, des héros de la révolution numérique, des héros d'une révolution démocratique. Ne nous y trompons pas. Nous célébrons ici des noms qui illustre une longue marche, celle de la révolution parlementaire britannique au XVIIe siècle, des révolutions américaines, françaises, haïtiennes et de bien d'autres, du printemps des peuples européens, 1830-1848. Et nous les honorons dans un moment où nous voyons bien que l'événement de ce XXIe siècle débutant, c'est l'avènement non pas de dictature, mais de pouvoir autoritaire sous couvert de démocratie, d'un libéralisme autoritaire qui considère que la seule légitimité démocratique, c'est le vote, et qui, une fois au pouvoir, piétine les droits fondamentaux qui précèdent le droit de vote et par lesquels le droit de vote a été conquis, qui piétine le droit de manifester, le droit de s'exprimer, le droit de s'informer, le droit de se réunir. Confirmant l'intuition de George Orwell dans sa préface longtemps inédite à la ferme des animaux, que nous devons faire face à un reniement des libéraux, de libéraux qui ne croient plus, qui ne défendent plus la liberté. Alors, ces pouvoirs autoritaires n'ont de cesse
de criminaliser le journalisme. C'est ce que celles et ceux que nous célébrons aujourd'hui incarnent. Depuis 2010, Chelsea Manning, 2010, 10 ans. Depuis 2012, Julian Assange, 8 ans. Depuis 2013, Edward Snowden. Et il faudrait ajouter Rui Pinto en prison aujourd'hui au Portugal. Et il faudrait ajouter Glenn Greenwald, persécuté aujourd'hui par le pouvoir brésilien. Ils ont révélé des crimes de guerre. Ils ont révélé des surveillances de masse, des fraudes fiscales, des corruptions économiques, des mensonges d'État. Ils n'ont fait que révéler des faits d'intérêt public qui nous ont rendus plus lucides, plus libres, plus autonomes. Et dans l'accompagnement d'une indifférence complice, ils sont persécutés alors qu'ils ont honoré nos droits. Il y a une grande urgence, au-delà de notre solidarité, à renforcer la protection de ces lanceurs d'alerte, à refuser qu'on les criminalise comme des hackers, comme des violeurs d'une soi-disant droit informatique. Eh bien non. Si, par la technologie, ils ont réussi à acquérir de manière libre, gracieuse, sans intérêt économique, sans volonté de chantage, sans eux-mêmes violer aucune morale, s'ils ont réussi à obtenir des données d'intérêt public, qu'ensuite nous, journalistes professionnels, nous relayons, nous commentons, eh bien, ils ont agi au nom de l'intérêt public et à ce titre, ils ne doivent pas être poursuivis. Enfin, nous honorons des héros de notre Renaissance. Il y a un peu plus de 50 ans, la philosophe Hannah Arendt, dans Vérité et politique, dans une vision tout à fait anticipatrice, nous disait combien, aujourd'hui, la différence entre le mensonge traditionnel et le mensonge moderne revient le plus souvent à la différence entre cacher et détruire. Et à cette occasion, elle disait combien l'histoire contemporaine est pleine d'exemples où les diseurs de vérité de fait sont passés pour plus dangereux et même plus hostiles que les opposants politiques. La haine du journalisme, la haine de ces lanceurs d'alerte et de ces journalistes d'enquête, de ces journalistes libres et indépendants, de ces citoyens honorables et courageux, est une haine de la vérité et de la démocratie. Elle est le fait de pouvoirs qui n'hésitent pas à vivre sur des mensonges, à répandre des fausses nouvelles, à faire du mensonge de la communication l'apparente vérité de la politique. Cette haine, chez ces pouvoirs prétendument démocratiques issus du droit de vote, et donc du mensonge, de la tromperie de leur peuple, s'accompagne, sous nos yeux, de leur fascination pour des régimes despotiques, pour des régimes d'anciens régimes. Nous ne pouvons pas ne pas associer aujourd'hui cet hommage, le souvenir de Jamal Khashoggi, assassiné sur ordre du prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite, assassiné pour faire un exemple, torturé, dépecé vif, démembré, dissous, journaliste saoudien qui s'était mis en mouvement dans le cadre de l'ébranlement de ses propres sociétés grâce aux révélations de Wikileaks. Journaliste saoudien dont le dernier article pour le Washington Post était en défense de ce droit de savoir. Depuis son assassinat, documenté par la rapporteuse sur les exécutions extrajudiciaires des Nations Unies, rien du côté de nos dirigeants. Les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite n'ont pas été suspendues, le prince Ben Salman est toujours fréquentable, les ventes d'armes continuent de plus belle, le pétrole est toujours acheté et la fuite en avant irresponsable face à l'Iran est poursuivie. J'en termine en disant qu'en effet, ce sont des héros de notre Renaissance. La Renaissance fut ce temps d'ombre et de lumière,
de créativité, d'inventivité, de découverte de l'autre, et aussi de massacres, de régression, d'intolérance, d'inquisition. Mais nous nous souvenons aujourd'hui de ceux qui, dans ces temps-là, ont eu l'audace de penser au-delà. Nous nous souvenons de Thomas More, l'inventeur de l'utopie, ce lieu de nulle part, décapité en 1535. Nous nous souvenons d'Étienne Delay, cet imprimeur qui défendait l'accès libre au savoir, brûlé vif à Paris en 1546. Nous nous souvenons de Michel Servet, se dressant au nom de la liberté individuelle contre l'intolérance de Calvin, lui aussi brûlé vif en 1553. Nous nous souvenons de Giordano Bruno, qui pensait le tout vivant du tout monde, lui aussi brûlé vif en 1600. Alors, oui, les 4 héros que nous honorons aujourd'hui sont à la mesure de ces héros-là. Et comme nous nous souvenons de ces héros qui annonçaient les Lumières, qui annonçaient l'égalité des droits, qui annonçaient le chemin de l'émancipation, nous nous souviendrons d'eux bien au-delà de nos propres vies, alors que celles et ceux qui acceptent qu'on les persécute seront passés aux oubliettes de l'histoire. Merci.